Vous vous souvenez tous de cette agression antisémite très largement relayée par les médias. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal qui suscite unanimement la révolte, l'effroi et l'indignation. Une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. Après l'avoir molestée, ils ont dessiné des croix gammées sur son ventre. C'était vendredi matin à une heure d'affluence. Personne n'a bougé. Jacques Chirac demande que tout soit fait pour punir les agresseurs de cet acte honteux avec toute la sévérité qui s'impose des agresseurs qui sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Les médias ne sont pas les seuls à s'indigner, toute la classe politique va aussitôt se mobiliser pour condamner cette agression antisémite. L'antisémitisme, le racisme, la xénophobie sont probablement, et à coup sûr, certainement, les pires dérives mortelles pour notre démocratie. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Puissions-nous tous nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Il faut absolument d'abord que le président de la République exige du gouvernement qu'il mette des moyens sans précédent pour retrouver les agresseurs. Seulement voilà, aucun agresseur ne va être retrouvé et pour cause, tout ceci est faux. La fille du RER a menti, elle n'a été victime d'aucune agression antisémite. La presse a traité cette affaire avec précipitation, sans prendre soin d'attendre quelques jours les résultats de l'enquête. La course au scoop, c'est quelque chose de... c'est le nerf de la guerre de notre métier, parce qu'on a envie, bien évidemment, d'être les premiers à donner l'information. Ça ne doit pas se faire à tout prix. Et la pire des choses, c'est effectivement la fausse révélation. Bien sûr, c'est facile de dire qu'il faudrait tout vérifier, mais dans les faits, c'est impossible. Un journal qui vérifierait absolument, minutieusement, de telle façon d'avoir une certitude absolument tout, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de gens, etc. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. D'abord, il y a eu l'apparition des chaînes Tout Info, qui font donc des flashs toutes les demi-heures. Plus Internet, où là encore la course est encore plus rapide, parce que c'est à quel site donnera le premier l'info en question, que du coup, le journaliste se retrouve dans une position où il n'a pas toujours le temps de vérifier à fond les infos. Il faut accepter, je pense qu'il faut accepter de prendre un recul, d'attendre, surtout pour tout ce qui concerne le problème du racisme, des actes racistes, anti-arabes ou antisémites, parce qu'il y a eu beaucoup de cas où c'était fantasmé. Et donc, sur tous ces cas-là, je crois qu'il faut se dire, je me donne 24 heures, tant pis. Pour être sûr. Il faut arrêter de se précipiter. Espérons que la fille du RER a depuis servi d'exemple en matière de course à l'info. Dans le cas contraire, tous les mythomanes ont de belles heures devant eux, autant à la ligne des JT que dans les tribunes politiques. Il manquerait plus que Christophe Rocancourt passe pour un petit joueur. Le mardi 3 février 2004, tous les JT sont focalisés sur l'avenir politique d'Alain Juppé. L'ex-premier ministre vient d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. Va-t-il décider de poursuivre ses mandats de député, de maire de Bordeaux, de chef de l'UMP? La course au scoop est lancée et c'est finalement TF1 qui décroche une interview exclusive de Juppé aux 20h avec PPDA. Qu'à cela ne tienne, David Pujadas va quand même, à partir de ses propres sources, devancer son concurrent. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Alain Juppé a tranché. Après sa condamnation, il décide de prendre du champ avec la vie politique pour se consacrer au combat judiciaire, un retrait qui sera progressif. Alain Juppé a fait le tour de ses amis avant d'annoncer sa décision ce soir. Émotion et désarroi à l'UMP, c'est toute la stratégie qui est à revoir. Le scoop est annoncé, Alain Juppé se retire de la politique. Ce qui est bizarre, c'est qu'au même moment sur TF1, il est en train de dire tout le contraire. Je continue à exercer mes responsabilités. Je ne sais pas si c'est le combat politique, mais j'exercerai mes fonctions à la mairie, à Bordeaux, à la communauté urbaine, à Bordeaux, au Parlement, et puis dans le délai que j'ai indiqué à l'UMP. Coup de théâtre, finalement Juppé reste. Comme il fait appel de sa condamnation, il n'est pas obligé de quitter ses différentes fonctions. Du coup, à la fin de son JT, Pujadas va essayer de nuancer ce qu'il avait annoncé aux téléspectateurs et camoufler sa boulette tant bien que mal. On revient maintenant à l'information de la soirée. Le retrait, mais un retrait progressif, un retrait partiel et surtout un retrait qui n'est pas définitif d'Alain Juppé. Ouais, au jeu de la course au scoop, France 2 a donc perdu un peu de crédibilité, mais aussi son directeur de l'information, Olivier Mazerolle, qui est viré, qui démissionne aussitôt. Pujadas, lui, est écarté du JT pendant 2 semaines. Ce qui est extraordinaire, le fait que vous ayez 5 minutes d'avance pour annoncer un truc, il n'y a pas un téléspectateur qui vous en sera reconnaissant parce que vous l'avez dit 5 minutes avant, ou au contraire qui vous en voudra, vous l'avez dit, pas un. Les travers de la course au scoop ne s'arrêtent pas là. En plus de donner parfois de fausses infos, elles annoncent aussi de faux coupables. Car quand les médias s'emparent rapidement d'une affaire judiciaire, il faut un responsable,
C'est là que naissent les boucs émissaires médiatiques. Scoop, ça peut être effectivement, ça peut détruire la vie de n'importe quelle personne. À partir du moment où on ne vérifie pas, on ne recoupe pas les informations, on peut se retrouver en face de révélations fausses, d'opprobre jeté sur la tête de quelqu'un. Jérôme Kerviel, vous n'avez pas pu échapper à ce nom, sans doute l'un des plus présents dans les médias depuis 2008. L'affaire de la Société Générale, en quelques heures, un jeune homme de 31 ans s'est retrouvé dans l'œil du cyclone, auteur présumé de cette fraude qui a coûté à la banque près de 5 milliards d'euros. Auteur présumé en théorie, mais dans la pratique, les médias n'ont pas forcément appliqué le principe de présomption d'innocence par le seul et simple fait de l'abattage de l'info. Coupable ou pas, en attendant, le nom et la photo de Kerviel sont relayés en boucle dans les JT et son visage associé à une escroquerie sans précédent. Son nom fait la une de toute la presse. Jérôme Kerviel, l'homme qui a fait sauter la banque. Jérôme Kerviel est déjà surnommé l'homme qui valait 5 milliards. La première question du jour est déjà de savoir où est Jérôme Kerviel. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Jérôme. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message. Le répondeur de votre correspondant est plein. Il y a un trou de 5 milliards à la Société Générale. Il faut évidemment trouver un responsable. En fait, les choses sont plus complexes que ça. Inconnu il y a 24 heures, le visage de Jérôme Kerviel fait aujourd'hui la une des journaux. Sur Internet, sa notoriété est assurée, son nom renvoie plusieurs milliers de réponses. Peu importe la décision de justice, aujourd'hui, le nom de Jérôme Kerviel est à jamais lié à la plus grande fraude financière de l'histoire. Le bagagiste de Roissy a été mis en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il a été placé en détention provisoire, tout comme son oncle algérien en situation irrégulière. Abderrazak Besseguir, cet homme d'origine musulmane, est accusé d'avoir caché des armes et des explosifs dans sa voiture garée sur son lieu de travail, l'aéroport de Roissy. Armes, musulmans, aéroport, autant d'éléments suffisent aux enquêteurs pour arriver à la conclusion suivante, ils tiennent là un terroriste. Avant toute vérification, les médias s'enfoncent dans la brèche et relaient l'événement comme tel. Abderrazak Besseguir est en prison ce soir. Après 3 jours de garde à vue durant lesquels il n'a cessé de nier, le bagagiste a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La piste terroriste semble donc prévaloir. A priori, on a tendance à croire la police quand elle vous dit ceci, cela. On peut naturellement mettre tout en doute. C'est ça le problème. Mais si vous mettez tout en doute, vous pouvez quasiment plus rien faire. Il faut aussi voir ça. Le coffre de la 206 contenait un document religieux en arabe, de même qu'un agenda annoté sur des vols pour les États-Unis. Après enquête, la grande affaire de terrorisme se révélera être en fait un banal et néanmoins sordide règlement de compte familial. Là encore, la présomption d'innocence n'a pas été de mise, le mal est fait et un nom de plus sali. Dernier exemple en date, celui de Dr Delajoux, le médecin qui a opéré Johnny Hallyday. Avec cette nouvelle hospitalisation de Johnny Hallyday, les regards se tournent en tout cas vers un chirurgien français, Stéphane Delajoux, qui est connu pour avoir soigné de nombreuses stars, mais aussi pour avoir eu plusieurs démêlés avec la justice. C'est lui qui a opéré une première fois le chanteur et qui l'a, semble-t-il, laissé sortir très vite de l'hôpital. Le rocker préféré des Français opéré, et qui plus est avec des complications post-opératoires, il n'en faut pas moins pour que l'affaire devienne une affaire d'État dont les médias s'emparent. Et le responsable dans la ligne de mire, c'est le docteur Delajoux. Pour les experts, pas de doute, Johnny Hallyday a bien failli mourir à Los Angeles. Opéré d'urgence le 9 décembre 2009, ce sont les médecins américains qui lui auraient sauvé la vie. Voilà les conclusions du rapport révélé dans le journal du dimanche et qui accablent le docteur Stéphane Delajoux. J'ignore précisément ce qui s'est passé pour Johnny Hallyday, dont j'espère qu'il se portera mieux. Simplement, un médecin qui est intervenu et très connu du Conseil de l'ordre des médecins que je représente, a été sanctionné à nombreuses reprises et apparemment il continue à avoir un comportement anormal pour un médecin. C'est l'opération du docteur Delajoux et surtout les silences de ce dernier après l'intervention qui semble être à l'origine des gravissimes complications du chanteur. Les deux spécialistes en charge du dossier évoquent le manquement du docteur Delajoux qui n'a pas précisé avoir touché la méninge de Johnny Hallyday. Là, dans ces cas-là, à chaque fois, je pense que les médias sont tenus en étreinte entre des clans qui s'affrontent et sont instrumentalisés. Et tout notre boulot de journaliste, nous, c'est justement de faire attention à ne pas être instrumentalisé par les uns ou par les autres. Face à tant de calomnies, selon lui, le docteur Delajoux crie à l'acharnement médiatique.
Est-ce qu'il y a des choses que vous savez que vous ne voulez pas dire? Mais j'ai les mains attachées dans le dos, madame. Ça fait 8 mois que j'ai envie de crier à la terre entière ce qui s'est passé. Mais allez-y, c'est le moment. Alors, je vous le répète, il y a malheureusement ce qu'on appelle le secret médical. Alors on m'attaque là sur des points précis. J'essaye de vous répondre dans des termes généraux. Mais c'est un combat inéquitable. On me cloue au pilori et on sait très bien que je ne peux pas répondre. Certes, le chirurgien des stars n'est pas réputé pour être tout blanc, mais rien ne prouve jusque-là que les complications qu'a connues Johnny Hallyday seraient directement liées à une erreur médicale. Je pense qu'à chaque fois dans ces affaires, quand on pose un problème ou quand un problème surgit, les gens ont besoin d'une solution ou d'un responsable. Ça, c'est comme quand il y a une tempête quelque part, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable, qui soit tenu pour responsable. L'exclusivité est une obsession journalistique qui amène parfois nos présentateurs préférés à dépasser les limites de la déontologie que leur métier impose. Et pour ce faire, rien de tel qu'une bonne interview bidonnée dans le JT de 20h, par exemple. Nous avons pu approcher celui que l'on appelle là-bas le leader Maximo lors d'une conférence de presse improvisée et vous allez voir qu'il n'a changé en rien. Monsieur le Président, jusqu'alors, la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? Dans les conditions du monde actuel, où le blocus est de plus en plus mal vu par l'opinion. Ce face-à-face que vous voyez n'a en fait jamais eu lieu. Les propos de Fidel Castro sont tirés d'une conférence de presse organisée pour des centaines de journalistes venus du monde entier. Les questions de PPDA ont été rajoutées en montage dans le but de simuler une interview voulue exclusive. Il avait fait le déplacement à Cuba, bon, c'est pas la porte à côté non plus, donc il y avait dans sa tête l'idée qu'il décrocherait, lui, une interview de Fidel Castro. Arrivé sur place, il s'est rendu compte que c'était pas possible et qu'il a dû se contenter, comme tout le monde, d'une conférence de presse banale et classique, dans laquelle en plus Fidel Castro pratiquait une magnifique langue de bois qui n'avait strictement aucun intérêt. Et donc a germé dans son cerveau l'idée de transformer cette conférence de presse en entretien pseudo-exclusif. Nous avons pu approcher celui que l'on appelle là-bas le leader Maximo. C'est un péché d'orgueil, quoi, quelque part. Mais là, justement, l'orgueil l'a vraiment aveuglé parce que le montage tel qu'ils l'ont fait était tellement grossier. On le voyait devant sa porte de sa chambre et après on voyait Fidel Castro derrière ses micros. Enfin bon, c'était évident que tout le monde allait s'en rendre compte, quoi. Donc voilà. Le scandale a entaché l'image du journaliste préféré des Français, mais aucune mise à pied de la part de sa direction, cette dernière ayant dû estimer que bidonner une interview n'était pas une faute professionnelle. Vous savez, c'est comme dans toute profession, il y a des gens qui ont un degré de déontologie et puis ils placent le curseur là où ils ont envie de le placer. Manifestement, certains n'ont pas retenu les leçons de leurs prédécesseurs. Vous allez voir qu'il n'a changé en rien. Rebelote en 2010 avec Alexandre Delperrier, qui simule dans son émission de radio une interview exclusive de Raymond Domenech. 22h02, Raymond Domenech sur Europe 1, c'était cet après-midi, du côté de Clairefontaine. Vas-y Raymond. Avant de trouver ça choquant, je trouve déjà que c'est très con. Je pense pas que ce soit une exclue de ramener une interview de Domenech. D'autant plus que là encore, il s'agit d'une simple conférence de presse devant un parterre de journalistes. Delperrier l'a remise à sa sauce en réenregistrant les questions au montage pour feindre l'exclusivité. Toujours elle. Dans quel état d'esprit vous abordez ce match face à l'Espagne? Je dirais qu'il est presque déjà dans un match de Coupe du Monde, on est lancé. On est typiquement dans le cadre d'un journaliste qui se retrouve dans une conférence de presse, donc avec plein d'autres journalistes, à ne pas pouvoir poser ses questions en tête-à-tête, et derrière, une rédaction, un rédacteur en chef qui attend que vous lui rameniez quelque chose d'unique, que vous êtes le seul à avoir. Donc la tentation est extrêmement grande, de bédouiller un petit peu les choses pour dire « moi j'ai une interview en tête-à-tête qui n'a rien à voir avec la conférence de presse où tout le monde a été ». C'est tellement gros que j'en suis presque à penser qu'il était de bonne foi, quoi. Ah bon, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Je pense que c'est parti d'un bon sentiment de vouloir
de vouloir, comment dirais-je, faire un truc plus propre, plus joli à l'antenne. Si c'est par malhonnêteté ou par malveillance, là, ça atteint un degré de bêtise qui devient médical. Hein. Raymond, on sait que ces 2 jours ont été bien pleins à Clairefontaine, avec notamment beaucoup de rendez-vous avec les différents partenaires de l'équipe de France. Est-ce que ça n'a pas un petit peu pollué cette préparation pour ce match face aux champions d'Europe? On ne va pas être content, les partenaires, de dire qu'ils nous polluent. Mais c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire de son métier. Soit on est un journaliste en se disant on est là pour rapporter une information, l'expliquer, la faire comprendre au public, la mettre en perspective. Voilà. Soit on est dans une course à l'ego, au scoop, où on a envie de briller, d'apparaître. Et là, on ne fait pas tout à fait le même métier. La petite excentricité de Delperrier lui a coûté très cher. Après une mise à pied, il a été contraint de démissionner. Et oui, n'est pas PPDA qui veut. Le bidonnage touche toutes les sphères des médias, même les magazines People, tiens donc. Considérée comme lecture de plage pour certains ou torchon pour d'autres, la presse People se revendique comme étant une captation de la réalité. Pourtant, ce qu'on nous vend comme du scoop s'avère souvent être de la pure fiction. Un journal People, c'est censé nous donner des tranches de vie de People. Maintenant, on en est à faire du roman photo. Avril 2008, la France se réjouit, Jennifer a un nouveau petit ami. Pourtant, tout ceci ne serait que pure mascarade, un scénario monté de toutes pièces. En fait, ces photos de Jennifer en mars 2009, c'était bidon, c'était une fausse paparazzade, orchestrée et faite par Jennifer. C'était pris au grand angle, au flash, enfin c'était ridicule. C'était fait à 3 mètres de distance, jamais un paparazzi shoot à une distance pareille, au flash en pleine nuit, enfin bon, c'était ridicule. Souvent, les people font des fausses paparazzades parce qu'ils sont au creux de la vague, donc ils ont besoin de promotion. Puis aussi, ils ont besoin d'argent de poche. C'est de l'argent net d'impôts. Ils font un procès dans la foulée au journal, qui gagne systématiquement. Et de temps en temps, ils sont de mèche avec le photographe et ils demandent au photographe de partager la pige. Dernier exemple en date, Zaya, cette jeune fille de charme qui aurait perverti l'équipe des Bleus, a su manifestement en tirer profit. Quelqu'un qui se met toute nue dans une vitrine pour essayer des sous-vêtements féminins dans un beau quartier de Paris, ça n'existe pas en France. En fait, ils peuvent faire de la fausse paparazzade, mais essayer de la faire propre, de faire qu'on ne le voit pas. Entre les magazines qui doivent se renflouer les poches et les people prêts à tout pour exister, parfois les coups montés peuvent aller loin, quitte à mettre en scène des situations morbides. Pour Léo, on va vraiment, c'est assez grave, on va dire, parce que on part effectivement, on joue avec la mort, on joue avec les faux suicides. Effectivement, il y a des limites qu'il faut ne pas franchir. Coup de promo, à pas du gain, les fausses paparazzades pullulent dans les kiosques, ça fait vendre, mais surtout, c'est rentable. Il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y en a quand même de moins en moins, parce que le secteur est très concurrentiel en ce moment, et puis la crise est passée par là. D'où on en revient aux fausses paparazzades qui coûtent moins cher qu'une vraie paparazzade. Maintenant, chers lecteurs, vous lirez peut-être ces pages d'une autre manière, car savoir où se trouve le vice est peut-être la meilleure façon de ne pas en être victime. En juillet 98, les Français sont schizophrènes. D'un côté, ils vibrent avec une équipe nationale de football qui transcende les plus belles valeurs du sport en Coupe du Monde. De l'autre, ils découvrent des sportifs qui trichent dans un scandale qui va faire beaucoup de mal au milieu du cyclisme, l'affaire Festina. C'était la première très grosse affaire de dopage dans les pelotons. Et on s'aperçoit aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que tout le monde a menti. L'affaire est déclenchée par la découverte d'une voiture bourrée de produits dopants appartenant au soigneur de l'équipe Festina, Willy Voet, quelques jours avant le départ du Tour. Tous les regards se tournent alors vers les coureurs qui tentent de rassurer la presse et les juges. La justice, on a toute confiance en la justice française qui éclaircira l'affaire. Nous, coureurs, on a notre conscience tranquille. Mais il a bonne conscience pour lui, parce que lui, peut-être même, on n'a jamais réalisé une interview en profondeur, mais peut-être que lui-même avait bonne conscience en se dopant, en se disant, bon, je me dope, mais tout le monde se dope, bon, j'en fais pas plus que les autres, mais j'ai besoin de me doper pour être au niveau des autres. C'est ça aussi. Et donc, on est tous à la même échelle, donc peu importe. C'est pas grave. À la limite, on ne triche pas, puisque tout le monde triche.
L'équipe Festina, il est hors de question qu'elle quitte le Tour de France. On est là venu pour le gagner, donc on va pas repartir comme ça. Surtout pas. Finalement, sous la pression, l'équipe Festina se retire du Tour. Il faudra attendre 2 ans pour que Virenque reconnaisse du bout des lèvres avoir pris des substances prohibées. Je crois que les Français, le public du cyclisme, a été davantage choqué par le mensonge que par l'interdit. Si Virenque, en la circonstance, avait dit « Bon, bah, écoutez, oui, c'est pas sûr, j'ai été dopé à l'issue de mon plein gré, ça c'est un mensonge. Oui, effectivement, j'ai dû prendre ceci et cela parce que, voilà. » Surtout pas. Eh bien, je trouve que là, il y a une forme d'honnêteté dont le sport sortirait vraiment grand. Et le cyclisme n'est pas en reste quant à trouver de nouvelles combines pour aller plus vite. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo du net qui montre que le vainqueur de Paris-Roubaix, Cancellara, aurait pu utiliser un vélo électrique. Attention parce que Cancellara il va accélérer à gauche de la route, il a regardé, il n'y a personne, il est parti. Peut-être vous vous êtes dit non, ils n'ont pas osé. Eh bien si, les coureurs cyclistes, ça ose tout, comme dirait Audiard. Même glisser un petit moteur dans le pédalier et une batterie dans le cadre. Aujourd'hui encore, rien n'est prouvé, mais une nouvelle expression vient de faire son entrée dans le monde de la performance sportive truquée, le dopage mécanique. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Souvenez-vous, en 1988, au JO de Séoul, les téléspectateurs du monde entier ont les yeux rivés sur la finale du 100 mètres. Sur la ligne de départ, 2 athlètes bien décidés à en découdre, Carl Lewis et Ben Johnson. Les 10 secondes qui suivent vont à jamais marquer l'histoire du sport mondial. Superbe départ de Ben Johnson, Carl Lewis est en retard mais il semble remonter. Ben Johnson a gagné, Ben Johnson est en tête, Ben Johnson a gagné très nettement, deuxième Carl Lewis. Record du monde. Le record du monde est battu, 9 secondes 79 centièmes. Johnson établit un nouveau record du monde, mais ce n'est malheureusement pas pour sa performance que le public va retenir son nom. Ben Johnson, dont vous avez vu dans la nuit de samedi à dimanche la fabuleuse course sur 100 mètres en 9 secondes 79 et dont on apprend ce soir qu'il se serait dopé. L'affaire Johnson est effectivement le point de départ du public découvrant le dopage à grande échelle. Lui, c'était vraiment un dopage 365 jours par an, etc. Trop musclé pour être vrai, Johnson est contrôlé positif aux stéroïdes anabolisants dès le lendemain de sa course. Le public est choqué, les journalistes beaucoup moins. Un journaliste qui aujourd'hui serait assez naïf pour penser que toutes les performances sportives sont acquises à l'eau minérale ne serait pas un vrai journaliste. Après l'affaire Johnson, les contrôles antidopage vont s'intensifier et les athlètes dopés tomber un par un. L'américaine Marion Jones ira même jusqu'à faire 6 mois de prison ferme. To you, my fans, including my young supporters, I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. I have let them down, I have let my country down, and I have let myself down. Quand tout le monde tombe sur quelqu'un, quand tous les médias du monde entier tombent sur quelqu'un avec pas mal d'hypocrisie, j'ai plutôt tendance à me ranger aux côtés de cette personne. Et concernant Jones, ce fut un véritable lynchage. Et quand ce lynchage vient de personnes qui, quelques mois avant, la mettaient sur un piédestal, tout en sachant très très bien, ce que je vous disais il y a 2 minutes, que ses performances n'étaient sans doute pas acquises de façon totalement innocente et honnête, eh bien, je trouve ça d'une hypocrisie sans nom. L'hypocrisie, c'est également de croire que les sports collectifs comme le football n'ont pas recours au dopage. Regardez ces images incroyables. Vous allez reconnaître le joueur Fabio Cannavaro, Ballon d'Or en 2006 et capitaine de l'équipe d'Italie, championne du monde la même année. La combine est simple, prendre un produit utilisé pour les pathologies cardiovasculaires comme dopant. Imparable, car cette substance n'est pas interdite par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Come eravamo ridotti. C'ho 25 anni, mi stanno ammazzando. Questa è la finale di Coppa UEFA. Questa è la finale di Coppa UEFA. Guardate il braccio che si sta gonfiando. Si sta gonfiando. Butta dentro, va dottore. Che questa ma avendo, sai quanto becco sta cosa. Vediamo la faccia del dottore, l'espressione del dottore.
No. No, bello. Da, dottore, dottore. Disinfettata gliel'hai data, no? Ah. Ah. Sì, che bello. Bon, après, faut aimer les picouses et passer sa vie dans des chambres d'hôtel sordides. L'autre scandale qui a agité le monde du football remonte à 1993 avec l'affaire OM-VA. Ça a marqué parce que c'est pour la première fois on a parlé de corruption. Un match de football acheté avec de l'argent versé. À l'époque, l'Olympique de Marseille doit disputer sa première finale de la Ligue des Champions contre le Milan AC. Mais avant ce grand rendez-vous, il lui reste un dernier match de championnat à jouer contre Valenciennes. Ça paraissait pas totalement illogique que le dernier match avant une finale de Ligue des Champions, même si évidemment l'OM est infiniment plus fort que VA, tu peux dire regarde, attendez les gars, on a une finale, levez un peu le pied. Pour préserver la forme de ses joueurs, l'OM tente alors de corrompre le défenseur valenciennois Jacques Glassman. Moi, ça m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que ce soit avec Glassman qu'on essaye. C'est vraiment une drôle d'idée. Une drôle d'idée, effectivement, si l'on en juge la réaction de Glassman, qui après le fameux match, décide de tout balancer. Téléphonique avec un joueur de Marseille, et puis un homme des instances dirigeantes de Marseille qui m'ont contacté à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? On m'a proposé une somme d'argent et puis d'autres choses aussi. J'ai assez bien connu Glassman avant lorsqu'il jouait au FC Mulhouse. C'est vrai que si tu veux acheter un joueur de foot, le dernier auquel tu aurais pensé à l'époque, c'était Glassman, quoi. Son surnom, c'était Jeanne d'Arc, et pas qu'à cause de sa frange. C'était un garçon extrêmement taiseux, ténébreux, très rigide. Et c'est vrai que pour tenter d'acheter un mec qui a un caractère comme ça, il faut en arriver soit à un manque de psychologie absolue, soit à se croire tellement puissant qu'on ne calcule plus personne, quoi. Ils se sont trompés complètement, oui. Ils se sont pris la porte dans les doigts, mais maintenant tu ne sais pas combien de fois ils ne s'étaient pas trompés auparavant, quoi. Au terme de l'action judiciaire, le président de l'OM, Bernard Tapie, est condamné et le club marseillais relégué en D2 pendant la saison 94-95. La corruption a depuis officiellement disparu du milieu du football français. Attention avec les paris sportifs, qu'il n'y ait pas d'autres affaires de corruption, ça va arriver. Ça va arriver, il faut voir si ça arrive à grande échelle ou pas. Pour les paris en ligne, j'ai du mal à y croire. Je me vois pas mettre 50 000 €, en tout cas surtout pas moi, sur un match de foot. Hein. Ça tient à tellement peu de choses. Puis acheter des joueurs, ça coûte trop cher. En France, l'argent public sert à financer la recherche, l'éducation, la santé publique. Mais à la fin des années 70, il va surtout servir à trouver du pétrole. À l'époque, l'entreprise publique Elf est séduite par une nouvelle invention, l'avion renifleur. Il y a un mec qui avait vendu l'idée que pour trouver du pétrole, il y avait une espèce des avions avec un appareillage spécial qui, en effet, alors on dit renifleur, c'est-à-dire qui détectait la présence de pétrole sous le sol. Voilà. Alors voilà, il a réussi à convaincre des tas de gens. Et c'est bien là le problème, car le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et son premier ministre, Raymond Barre, vont immédiatement donner leur accord pour la mise en chantier d'un avion qui, pendant des années, ne reniflera pas grand-chose, à part les billets de banque de l'État. Bilan. L'avion renifleur a coûté à Elf 85 milliards de centimes. Une partie de cette somme, 35 milliards, est parfaitement justifiée. Reste 50 milliards, disparus dans les gouffres des livres comptables. Les enquêteurs qui ont été chargés de cette affaire pensent, enfin tout au moins certains enquêteurs pensent qu'une partie de l'argent a été vers des organisations telles que l'Opus Dei, telles que les Banco Ambrosiano, voire des partis de la majorité de l'époque. On est en 79. Le numéro 2 de la société Elf a affirmé que ces avions renifleurs devaient renifler les sous-marins nucléaires. Donc immédiatement, cela signifie que ces avions renifleurs sont frappés du sceau confidentiel défense. Et à ce titre, les gens d'Elf ont refusé
de répondre aux questions de tous les enquêteurs fiscaux sur cette affaire. L'affaire est donc classée, l'argent lui s'est envolé, reste un scandale politico-financier qui a prouvé que les gouvernants de l'époque manquaient vraiment de nez. Oui, mais enfin, je vous signale que Napoléon, il y a un mec qui vient le voir et qui lui explique qu'il a inventé un engin formidable qui permet de naviguer sous l'eau, des sous-marins. Hein? Et qu'est-ce qu'on reproche? Et Napoléon, il dit c'est une plaisanterie, c'est ridicule, on ne peut pas naviguer sous l'eau, allez vous faire voir, etc. Et on dit, voilà, Napoléon, il a commis une erreur énorme. Il n'a pas compris l'importance du sous-marin. Donc de toute façon, ou bien vous vous laissez prendre et on vous dit vous êtes un gogo, vous vous laissez prendre, ou bien vous êtes sceptique et vous ne croyez pas à une innovation et on vous fait un procès en disant vous n'avez pas cru à l'innovation. C'est compliqué. Une invention qui a bien fait ses preuves par contre, c'est celle du porte-avions. Enfin, quand il est opérationnel. Quand le Charles de Gaulle sera-t-il réellement opérationnel? C'est vrai qu'on s'est souvent posé cette question concernant le porte-avions Charles de Gaulle. Faut dire que pendant de nombreuses années, pouvoir utiliser ce navire de guerre a été le plus gros fantasme de l'armée française. La faute à une succession de travaux de réparation interminables. L'allongement de la piste de 4 mètres pour les Hawkeyes, le renforcement contre les radiations nucléaires. Il a donc fallu rajouter 156 tonnes de matériaux pour confiner les chaudières nucléaires. Le gouvernail vibrait un peu, ça a été réglé. Il y a eu aussi tout ce qui était secret et protection des radiotransmissions. On a renforcé la protection du secret des transmissions. Au final, tous ces problèmes techniques ont allongé la durée de construction du Charles de Gaulle à 13 ans. 13 ans de construction, c'est-à-dire le double du temps prévu. Résultat, le prix final a explosé. 18 milliards de francs dépensés aujourd'hui contre 12 prévus à l'origine. Le fait même d'avoir une armée quand il n'y a pas de guerre, c'est un gaspillage. Forcément, ça ne sert à rien par définition. Il n'y a pas de guerre, donc ça ne sert à rien. Programmez vos positions, calculez, tirez. Encore raté. I4. Des ennuis. Il a coulé mon porte-avions. Alors, la question c'est, est-ce qu'il faut dissoudre l'armée parce qu'il n'y a pas de guerre? C'est la façon de faire des économies, ça serait ça. Mais on vous dira, ah oui, d'accord, mais il n'y a peut-être pas de guerre, mais il peut y en avoir une, donc il faut avoir une armée prête. Ouais, c'est ça l'argument. En 2005, alors qu'il vient d'être nommé ministre des Finances, Hervé Guémard est animé par de bien belles convictions. Il faut se désintoxiquer de la dépense publique. En clair, il recommande aux Français de ne pas abuser des aides publiques. Le problème, c'est que 3 jours après, la presse révèle que notre ministre est logé dans un appartement aux frais de l'État pour un loyer de 14 000 €. Ses copains du gouvernement sortent alors les rames. Il faut se mettre dans l'idée qu'un ministre de l'économie et des finances, même si je trouve que c'est beaucoup, doit recevoir des délégations et des hommes d'État et qui ne peut pas le recevoir dans 70 mètres carrés, surtout lorsqu'on a 7 enfants. Oui, les chefs d'État, en tant que ministre, il peut les recevoir dans son ministère. Il n'a pas besoin de les recevoir dans 600 mètres carrés d'appartements privés. Aux yeux de l'opinion publique et de l'opposition, cette argumentation paraît quand même un peu légère. C'est une forme de vol, et d'inconscience, et d'insouciance. Et c'est penser qu'on est vraiment au-dessus du commun des mortels quand on est nommé ministre. Or, un ministre est au service de la République. Il n'est pas là pour puiser dans les caisses de la République. Il est au service de la République, donc du public, donc du citoyen. Au final, Hervé Guémard décide de déménager de chez lui, mais aussi du ministère des Finances, car il démissionne de ses fonctions dans la foulée. On ne peut pas dire que son passage au gouvernement aura fait un carton. C'est un bon exemple de quelque chose qui fonctionne bien en démocratie, puisque là, pour le coup, une dérive est tout de suite repérée, et punie et sanctionnée. Être exemplaire en matière de dépenses publiques, ce n'est pas non plus la spécialité de Christian Estrosi et Alain Joyandet, 2 membres du gouvernement qui n'ont pas hésité à louer des jets privés pour leurs déplacements professionnels. Le 23 janvier dernier, le secrétaire d'État à l'Outre-mer est exact au rendez-vous de l'UNESCO. Un rendez-vous qu'il a bien failli rater. La veille au soir à Paris, Christian Estrosi avait une autre priorité, se rendre à l'Élysée où le président réunissait ses amis fidèles. Seule solution pour concilier l'inconciliable, prendre un jet privé. La facture, 138 000 € selon le Canard enchaîné, soit près de 3 fois le prix qu'aurait payé le ministère avec Air France en classe affaires. 116 500 €, le prix d'un Paris-Fort-de-France aller-retour pour Alain Joyandet. À environ 125 000 € le billet aller-retour pour traverser l'Atlantique, on espère que le service en cabine était impeccable. Deux portes à l'avant, deux
porte sur le côté, 2 portes à l'arrière. De retour au pays, chacun va évidemment tenter de justifier de telles dépenses. Christian Estrosi nous fait le coup du « Si on m'avait soumis ce devis, je ne l'aurais pas accepté ». Alain Joyandet, quant à lui, évoque des problèmes d'horaire et d'agenda serré. On imagine d'ailleurs que c'est parce que le secrétaire d'État était trop débordé qu'il finira par donner sa démission 3 mois plus tard. On a de l'argent, du pouvoir, facile. On en profite. Les mêmes qui vous disent vraiment faut l'austérité, les gaspillages, qui ont un discours comme ça, et vous apprenez qu'il prend un Falcon privé parce qu'il veut être à l'anniversaire de Sarkozy ou je sais pas quoi, ou à un pince-fesse parce qu'il faut faire plaisir à Sarkozy. Attends, ça, c'est incroyable. Et ça participe à une forme de déliquescence de la société parce que ce sont de mauvais exemples. Parce que quand on est ministre, secrétaire d'État, on donne l'exemple. On donne l'exemple de la rigueur dans le fonctionnement de son ministère, dans son attitude, dans son comportement. « 26 avril 86, l'un des réacteurs atomiques de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, laissant s'échapper des milliards de particules radioactives dans les airs. En France, on ne s'inquiète pas, pour l'instant, avec raison, semble-t-il, car notre pays, jusqu'à présent, a été complètement protégé de ces retombées radioactives. Pourtant, la plus grosse catastrophe sanitaire de tous les temps est en route. L'ennemi est invisible et opiniâtre, le rayonnement radioactif qui s'échappe, immaîtrisable. Alors que l'Europe entière est menacée, en France, le discours se veut rassurant. Tchernobyl, c'est une grande histoire où des spécialistes, soi-disant spécialistes français, pour des raisons politiques ridicules ou des raisons de santé ridicules, affirmaient qu'il n'y avait pas de danger en France. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Ça ne menace personne actuellement. Toute l'information, ça a été de dire on n'est pas concerné et le nuage passe à côté de la France, quoi. Voilà. Vous savez, les nuages atomiques, ils ne connaissent pas les frontières, hein. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Quand on regardait la météo étrangère, l'anticyclone n'était pas au même endroit ce jour-là, c'était quand même bizarre. Puis après, quand on prépare une émission spéciale là-bas, un des journalistes de mon équipe, je lui ai demandé de regarder les bulletins météo d'époque. Et c'est là qu'on avait vu, c'est 4 ans après, qu'on a découvert que les anticyclones avaient été déplacés ce jour-là. Personne n'avait eu la curiosité d'aller comparer les bulletins météo anglais, allemands, belges, espagnols, italiens et français. Les pouvoirs publics français ont menti pour éviter la panique au détriment de la prévention. Résultat, aucune mesure ne fut prise à temps et les conséquences du nuage sont considérables. Pourtant, la France a été autant contaminée que ses voisins et on compte aujourd'hui une forte augmentation des cancers liés à la radioactivité et notamment chez les personnes qui étaient enfants en 86. Au total, on estime entre 14 000 et 565 000 le nombre de décès et à plus de 11 millions le nombre de personnes touchées de près ou de loin par la catastrophe de Tchernobyl. Pas mal pour un nuage inoffensif. À Timișoara, la ville d'où est partie le week-end dernier la révolte des Roumains, les habitants ont découvert la nuit dernière un charnier dans lequel se trouvaient non seulement des hommes, des femmes et des enfants assassinés, mais aussi torturés, voire mutilés. Des images insoutenables, mais qu'il faut pourtant regarder. Parce que la dictature de Ceausescu et de sa Securitate, c'est ça. Le charnier de Timișoara et ses milliers de corps mutilés, ces cadavres de femmes ou d'enfants. Un charnier de milliers de morts dans la ville de Timișoara, présenté par les médias occidentaux comme une œuvre du régime communiste de Ceausescu, fraîchement tombé. Pourtant, tout n'est qu'imposture, une pure manipulation de la part des opposants au dictateur, un piège dans lequel tout le monde s'est pris les pieds, les yeux fermés. On a vu arriver pratiquement, je sais pas, 20 minutes avant le journal télévisé, vers 8h moins 20, on a vu arriver ces images de cadavres alignés, etc. Absolument tout le monde est tombé dans le panneau
parce qu'on n'avait évidemment pas le temps et pas les moyens de vérifier. Les manifestants contre Ceausescu, ceux qui faisaient la révolution contre Ceausescu, ont besoin de montrer que c'est un diable, un type horrible, effrayant, etc. Et donc ils font un montage et ils font croire qu'on a massacré des gens alors qu'ils ont été chercher des cadavres dans un cimetière et que c'est un montage. Bon. La presse s'est laissée berner. Mais très vite, elle est revenue sur son erreur. La Roumanie maintenant, avec une vraie question que nous commencions d'ailleurs à poser peu de temps après les événements horribles de Timișoara. Le charnier a-t-il vraiment existé? Vous vous souvenez qu'on avait parlé de 4 000 et même de 12 000 morts à un moment donné? Eh bien, la semaine dernière, le véritable décompte ne dépassait pas 200 morts. Mais ce qui est plus grave, c'est que selon 3 médecins de la ville, interrogés par RTL+, ces images d'horreur n'étaient qu'une mise en scène. On est victime de gens qui manipulent des images et qui nous les envoient. Comble de l'horreur, cette image, présentée comme celle d'une mère et de son fils, victime de la milice. Aujourd'hui, tout cela, nous le savons, n'est qu'une sinistre mise en scène. Les médecins de Timișoara affirment que la femme était morte plusieurs jours auparavant d'une intoxication alcoolique, l'enfant n'étant en aucun cas son enfant. Ça, c'est la du roi de la rapidité dans l'information. Toutes les télévisions ont reçu à la même heure ces images. Et toutes les télévisions ont balancé les mêmes idioties, quoi. Le faux charnier de Timișoara reste le cas typique d'une des plus grosses intoxications politiques dont les médias ont été victimes, et nous par la même. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. Les armes de destruction massive, l'obsession de George Bush. Pendant 1 an, il essaiera de convaincre le monde d'attaquer l'Irak en s'appuyant sur cet argument, mais en vain, faute de preuves. Mais qu'importe, le prétexte est énorme, la tentation trop grande, et passant outre l'aval des Nations Unies, le 20 mars 2003, les États-Unis décident contre vents et marées de faire la guerre à l'Irak. Un mois plus tard, le régime de Saddam Hussein tombe, la fin de la guerre est annoncée. Bush se satisfait de sa victoire, pourtant en Irak, la situation s'enlise. Les victimes se comptent par milliers et les armes de destruction massive, elles, restent introuvables. Il suffisait de raisonner pour s'apercevoir qu'il ne pouvait pas y avoir d'armes de destruction massive. La deuxième fois, la première guerre, on pouvait le penser. Hein. Il y avait, je veux dire, très sincèrement, Saddam Hussein, c'est quand même pas un type recommandable, il est capable de tout. Mais la deuxième fois, c'est impossible puisqu'il était sous embargo. Il était interdit de lui livrer quoi que ce soit. Il y avait des avions sans arrêt qui survolaient le pays pour voir s'il n'y a pas le moindre camion qui bougeait, etc. Enfin, c'était impossible. Il suffisait de réfléchir, c'était impossible qu'il ait des armes de destruction massive. Donc comment on a pu réussir à faire croire ça au monde entier? Et quand il s'agit de se justifier sur les soi-disant armes de destruction massive qui servirent de prétexte à l'invasion, le discours est plus flottant que quand il s'agissait d'affirmer qu'il y en avait, moins convaincu et donc moins convaincant. Why did you lie to get us into a war that was not necessary and that has caused these kinds of casualties? Why? Well, first of all, I haven't lied. The president spent weeks and weeks with the Central Intelligence people. And he went to the American people and made a presentation. I'm not in the intelligence business. They gave the world their honest opinion. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. I said I knew where suspect sites were, and we were just... You said you knew where they were, near Tikrit, near Baghdad, and northeast, south, and west of there. Those are your words. Pendant que Donald Rumsfeld, le secrétaire à la défense, patauge dans la choucroute, Bush, lui, trouve malgré tout le moyen d'ironiser son échec devant un parterre de journalistes en montrant des photos de lui en train de chercher les fameuses armes dans son bureau ovale. Loin de lui un mea culpa, donc regardez bien, c'est effarant. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. Nope, no weapons over there. Maybe under here.
Et non Georges, elles ne sont pas là les armes. À quoi a servi cette guerre basée sur un mensonge? La question reste ouverte. Un mensonge qui rappelle que quand on est président des États-Unis, on ne joue pas à la guerre comme dans un jeu vidéo. Bush tient encore lui, car avant de s'offrir son Vietnam en Irak, sans raison aucune donc, vous souvenez-vous qu'il avait bien failli ne jamais être élu et qu'il a régné autour de son élection une suspicion digne de ce qu'on appellerait communément une dictature. 7 novembre 2000, au soir de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats en lice sont au coude à coude. Et Al Gore, le démocrate, devancerait même Bush, le républicain, jusqu'à un incroyable rebondissement. Lors de l'élection de George Bush, on a réussi par la suite à montrer que certains bulletins de vote avaient été effectivement comptabilisés de manière, on va dire, bizarre. La Cour constitutionnelle américaine s'en est rendu compte. Des bulletins de vote défaillants, des formulaires ambigus dans certains États et surtout des résultats très serrés, si bien que la Cour suprême des États-Unis décide de mettre en place un nouveau décompte. Mais tout cela se passait dans un État, la Floride, qui était l'État également du frère de George Bush. En Floride, dont le gouverneur n'est autre que Jeb Bush donc, l'écart n'est que d'une centaine de voix et plusieurs bulletins sont déclarés invalides. Le nouveau décompte des voix est méthodique, fastidieux et l'enjeu de taille. Pourtant, à la surprise générale, le 12 décembre, la Cour suprême décide d'annuler l'ultime recomptage manuel des voix en Floride. Hereby declare Governor George W. Bush the winner of Florida's 25 electoral votes for the President of the United States. La manipulation est flagrante, mais trop délicate pour que le monde s'en mêle, si tant est que George W. Bush arrive au pouvoir impunément, tranquillement, sereinement. Malgré le fait que ce soit la première et la plus grande démocratie au monde, on peut avoir un président américain réélu malgré le fait qu'il y ait eu des malversations en matière électorale. Pour l'anecdote, l'un des membres les plus influents de cette cour vit aussitôt son fils obtenir un poste important dans l'administration Bush. Mais passons, l'histoire retiendra que Bush fut le 43e président des États-Unis. Il restera 8 ans au pouvoir, le temps de bushiser la planète de ses boucheries et dire que tout cela n'aura tenu qu'à quelques bulletins. En France, un scandale à propos du sang. C'est l'événement du jeudi qu'il révèle. Un scandale qui mettrait en cause les responsables du Centre national de transfusion sanguine. 25 avril 91. Un article de presse suffit pour révéler au grand jour l'un des plus gros scandales de notre pays. Les Français découvrent que le Centre national de transfusion sanguine aurait écoulé sciemment des stocks de sang infectés par le virus du sida. Entre 84 et 85, 2000 hémophiles seront transfusés par ces lots empoisonnés. C'est Jean-François Kahn, alors directeur de la rédaction de l'événement du jeudi, qui décide de lever le voile sur ce qu'on appellera l'affaire du sang contaminé. J'étais tout à fait conscient que ça allait provoquer quelque chose de très fort. Enfin, bon. On n'a pas cherché à faire un gros coup. Pour le coup, la personne qui l'a sorti était scandalisée et elle nous a, comment dirais-je, convaincus d'aspect scandaleux et elle nous a, si j'ose dire, mobilisés dans sa croisade. C'était plutôt ça. Au CNTS, tout le monde le savait, tout le monde laissait faire. Résultat, des centaines d'hémophiles seraient devenus séropositifs alors qu'il était possible de faire autrement. J'accuse de manière très nette le Centre national de transfusion sanguine d'avoir écoulé des produits contaminants. La France est sous le choc. Comment une telle manipulation est-elle possible? Comment des médecins peuvent-ils volontairement empoisonner leurs patients? Force est de constater que les lots infectés ont été passés sous silence uniquement pour des raisons financières. C'est ce qu'on appelle le choix du profit. Le patron du CNTS, Michel Garetta, dit simplement « C'est aux autorités de tutelle d'éventuellement interdire nos produits ». Chose qu'elles n'ont pas faite, peut-être pour des raisons économiques. Il y a eu la pression, encore une fois, pour des raisons économiques, une pression d'un lobby qui, attendez, tout ça, ça va coûter très cher. De toute façon, on n'en parle pas, donc pour l'instant, ça va, laissons passer, quoi. C'était un peu ça. Le centre n'a pas gâché ses stocks et le virus du sida s'est propagé. L'affaire du sang contaminé est sans doute l'une des affaires les plus terrifiantes de la Ve République. Ici, pas de fausses factures ou de magouilles politiques, mais des vies humaines sacrifiées sciemment.
J'ai pris la décision parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. 1995, fraîchement élu à la présidence de la République, Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires français à Mururoa dans le Pacifique. L'opinion publique est inquiète, mais le chef de l'État ne se démonte pas. Au contraire, il rassure. Il n'y a strictement aucune conséquence écologique, comme ont pu le constater de nombreux spécialistes étrangers et savants étrangers venus sur les sites. Aucune conséquence, pas sûre. En 30 ans, le site de Mururoa a essuyé 181 tirs nucléaires français. Ici, les soldats ont testé de près la force de dissuasion. Des hommes aujourd'hui atteints de lourdes pathologies liées à la radioactivité, des pathologies elles aussi irrévocables. Le chef de l'État a tenu à rassurer les Polynésiens sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires arrêtés en 1996. Ceci n'aurait aucune incidence à court ou long terme sur la santé. Un avis que ne partage pas un ancien militaire qui a participé à une dizaine de tirs aériens et sous-marins à Mururoa. Il est aujourd'hui atteint d'un cancer qui aurait selon lui été provoqué par les radiations des bombes atomiques françaises. On était là en train de regarder cette belle explosion. On nous a dit qu'il n'y avait pas de danger, de problème, enfin... non, c'était normal. Après plus de 30 ans, après la fin des essais nucléaires atmosphériques, que des personnes vieillissantes tombent malades, ça n'est pas normal, ça n'est pas totalement anormal compte tenu de l'évolution de la population. Il reste à savoir si ces maladies sont effectivement liées. Aujourd'hui, notre sentiment est que ça n'est pas le cas. À l'époque, la position du gouvernement est de nier toute responsabilité. Pourtant, 13 ans plus tard, force est de constater qu'il a revu sa copie en décidant d'indemniser les victimes du nucléaire, enfin. 13 ans après la fin des essais, il était temps que la France, comme l'ont fait les Britanniques, comme l'ont fait les Américains, mette en place un dispositif qui permette à celles et ceux qui sont victimes, qui sont malades, de pouvoir bénéficier d'un système d'indemnisation pour le préjudice qu'ils ont pu subir. Un mea culpa bien tardif, mais qui sonne comme un doux aveu de toutes ces années de mensonges. Il paraît qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont malades. Et j'ai l'impression que beaucoup voudraient m'ajouter à la liste. Mais je reconnais qu'il m'arrive d'éternuer. Au-delà, je ferai connaître tous les 6 mois, par un bulletin officiel, l'état de ma santé. Quand il arrive au pouvoir en 81, François Mitterrand se fait un point d'honneur d'informer les Français sur son état de santé. Résultat, il promet de faire publier des bulletins médicaux réguliers au nom de la transparence la plus totale. Et je pourrais, si vous voulez bien, le publier dès ce soir. Ça va bien, ça va bien. Chose promise, chose due, pendant 11 ans, les bulletins de santé du président seront rendus publics. C'est ainsi qu'en 92, Mitterrand dévoile aux Français qu'il est atteint d'un cancer de la prostate, par pur souci d'honnêteté, toujours. Ah, la vérité, rien que la vérité, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est que de la théorie. Dans la pratique, la soi-disant transparence de Mitterrand s'est révélée être un gros mensonge. Pour commencer ce journal, une polémique et les révélations de l'ancien médecin de François Mitterrand. L'ancien président se savait atteint d'un cancer dès 1981, écrit son médecin dans un livre. On ne l'a su que 11 ans plus tard. Entre-temps, les bulletins de santé étaient donc faux. Les bulletins de santé rendus publics tous les 6 mois et signés du docteur Gubler ont fait le silence sur le cancer de François Mitterrand. Avec son accord, raison d'État oblige. Effectivement, on s'est tous fait enfler par les communiqués, parce que tout de même, un communiqué officiel signé par un médecin, théoriquement, on lui donne foi. Nous avions convenu qu'il faudrait un jour tout dire. Il n'a pas pu le faire de son vivant. Il n'a pas pu, comme il l'a dit, c'est un secret d'État. Il me dit, c'est pas un secret médical, c'est un secret d'État. J'ai fait partie de ceux qui ont été trompés, parce que je donnais foi aux bulletins de santé, d'autant plus que quand on avait le privilège de suivre Mitterrand, on ne pouvait pas imaginer qu'il était gravement malade. Le problème s'est posé, j'étais journaliste,
avec Pompidou. Parce que Pompidou, là, c'était clair que le type, il était très très malade. Là, c'était ridicule qu'on n'ait pas dit que le président était en très mauvaise santé. Mais pour ce qui est de Mitterrand, quand moi je l'ai vu, il semblait en très bonne santé. Malgré son apparente bonne santé, tout au long de sa présidence, les spéculations de cancer vont bon train. Mais qu'à cela ne tienne, dès que la rumeur enfle, les bulletins de santé sont là pour essuyer tout soupçon. Et la rumeur se meurt. Je me souviens d'un article de François, c'était octobre ou novembre 81, donc au tout début du septennat, où justement il y avait ces fameuses rumeurs de radiothérapie, etc. Et franchement, on a eu tort, on n'a pas fait notre boulot, on n'a pas vérifié l'information. En plus, François a été clairement identifié comme un journal d'opposition qui voulait beaucoup de mal à Mitterrand. Donc on s'est dit à tort, c'est une rumeur malveillante de la part d'un journal qui n'aime pas Mitterrand. Et l'information était bonne en fait. Tout au long de sa présidence, la santé de Mitterrand aura été un sujet extrêmement tabou. Et pour cause, en 81, lorsque sa maladie est diagnostiquée, le pronostic de vie était de 3 mois à 3 ans. Comme 55 millions de Français, ni sa famille ni ses proches n'étaient au courant. En termes de secret d'État, François Mitterrand n'en était pas à son coup d'essai. Une première dans la presse française, habituée jusqu'ici à préserver la vie privée des hommes politiques. Paris Match publie cette semaine des photos de François Mitterrand en compagnie d'une jeune fille présentée comme étant sa fille naturelle. 3 novembre 1994, les Français découvrent le visage de Mazarine, la fille jusque-là cachée du président de la République. La polémique fait rage, mais dans un premier temps, le débat est plutôt porté sur la violation de la vie privée d'un politique que sur les ébats même de tonton. Car avant la pipolisation de nos chers et tendres gouvernants, la vie privée était jusque-là un sujet tabou. Cet hebdomadaire rompt ainsi avec l'une des règles que s'était imposée jusqu'à présent la presse française, ne pas traiter dans ses colonnes de la vie privée des hommes politiques. Ça me choque énormément, ça me fait beaucoup de peine et je pense que les journalistes exagèrent un petit peu. Moi je crois que c'est très bien, surtout quand c'est vrai. Il n'y a pas de raison que tout Paris bruisse de rumeurs sur l'existence de Mazarine depuis 20 ans, et puis que le public l'ignore, alors que le président lui-même s'affiche volontiers et normalement avec elle, avec tous les gestes de la tendresse d'un père. Après cette polémique, la révélation de Mazarine va ouvrir un autre débat qui divise l'opinion. D'un côté, ceux qui prônent une simple histoire de famille, de l'autre, ceux qui s'indignent que la descendance cachée du chef de l'État ait été nourrie, logée, blanchie aux frais de la princesse, de nous quoi. Dans la mesure où cette seconde famille vivait aux frais de la République, d'une certaine manière, dans un appartement de la République, c'était plus tout à fait de la vie privée, si vous voulez. Il y avait une partie qui était de la vie publique, par définition. et donc, j'aurais tendance à penser qu'on a peut-être eu tort de faire l'impasse, qu'il aurait fallu peut-être le dire. Effectivement, elle était au Quai Branly, mais c'était un bâtiment qui appartient à l'État. Le personnel, il était toujours là, il était payé. Enfin bon, on n'a pas embauché du personnel pour s'occuper de Mazarine. Franchement, c'était un faux procès. Puis, vu les sommes engagées, c'était totalement epsilon, quoi. Vrai ou faux procès, la révélation en soi aura fait plus de bruit que de mal. Mais surtout, l'enfant caché peut enfin vivre au grand jour. Est-ce que c'est un secret qui, malgré tout, bien que révélé, vous colle toujours à la peau? Ah oui, oui. Bien sûr, j'ai vécu pendant 19 ans avec ça, avec cette manière d'être aux yeux des autres, et on n'efface pas 19 ans de construction de soi. Donc ça reste toujours comme parfois un réflexe, parfois comme ça un souvenir qui est à l'intérieur de moi et qui fait que j'agis encore parfois en me disant « tiens, il faudrait que je fasse attention ». Mais derrière ce petit secret de famille se cache un gros secret d'État. En effet, l'affaire Mazarine est à l'origine d'un des plus grands scandales politiques de la Ve République, les écoutes téléphoniques de l'Élysée. Entre 83 et 86, 150 personnalités placées sur écoute dans l'illégalité la plus totale. Le but principal, s'assurer de n'avoir aucune fuite concernant la vie privée du président. Un procédé que Mitterrand a toujours nié avec aplomb. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs les écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... En France encore un peu plus. Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions.
C'est vrai que le jour où on m'a dit mais votre père est quelqu'un de très froid, de très distant, je suis tombée des nues. Enfin, je ne savais pas qu'il avait cette image. Pour moi, c'était tellement l'inverse. Nul doute que Mitterrand fut un père chaleureux, mais nul doute non plus qu'il fut un président avec de très très grandes oreilles. Papa, 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 papa. La grippe mexicaine, très vite rebaptisée grippe H1N1 ou grippe A, débarque en avril 2009. À l'époque, les spécialistes précisent que la contamination s'effectue par voie respiratoire, mais reste flou quant au risque de propagation du virus. Du coup, 150 décès au Mexique suffisent pour que le monde entre dans une longue psychose relayée par les médias. Je crois que l'INA a fait une statistique disant qu'il y avait eu 632 reportages sur la grippe A avant qu'elle n'éclate. C'est vrai que c'était beaucoup. Là, on est dans le fantasme. Et il n'y a pas pire que le fantasme en matière d'information. Donc ça alimente tout, et le pire parfois. Ce soir, dans Enquête exclusive, l'histoire de Michel, miraculeusement sorti de la grippe A. Oui, c'est vrai, je suis resté au lit pendant 3 jours. Puis après, ça allait tout de suite mieux. Stupéfiant mais vrai. Néanmoins, le quotidien de Michel est devenu un véritable enfer. Salut! Il y a eu une surmédiatisation parce qu'à un moment donné, l'Organisation mondiale de la santé, elle, a fait des déclarations qui étaient de nature à paniquer le monde entier. Le gouvernement a fait des déclarations dans le cadre d'un principe de précaution qui désormais est la règle, qui ont pu inquiéter des gens. La grippe A, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pouvait choper la grippe A. Un enfant, une personne âgée, une femme, un homme, une femme. Donc, effectivement, on est dans le fantasme, on est dans l'anxiogénité absolue. Les gens ont peur, j'ai plus de consultations, et puis comme ça, bah, mon Dieu, vous payez mon petit cabriolet. Voilà, merci. C'est vrai que des mères de famille se sont dit qu'est-ce qu'on doit faire, on doit vacciner, pas vacciner. Bon, moi j'ai demandé à mon médecin, tout simplement, j'ai pas demandé à un journaliste. Sage décision Jean-Pierre, mais tout le monde n'a pas le même réflexe. Pour s'informer, les gens se tournent aussi vers les médias qui ont tous le même discours, pas vraiment très rassurant. Résultat, très vite, on a l'impression qu'on va tous y passer un par un. Quand vous avez une angoisse comme ça, quand vous avez une peur, celui qui fait les prévisions les plus cataclysmiques, c'est toujours celui qu'on croit. Je vous ferai remarquer aussi qu'au mois de juin-juillet, on nous annonçait entre 20 et 30 000 morts. Et là, c'était évidemment très anxiogène. En ce qui concerne les médias, ça se double du fait que ça se vend mieux qu'un discours, oui, c'est pas très grave, si, pas très grave, pourquoi on va acheter le journal? Je veux dire, pourquoi on va... Bon. Alors, je dis pas que c'est complètement conscient, parce que ça serait cynique, mais quelque part, ça joue. C'est qu'on sait bien que le catastrophisme fait que les gens veulent savoir, qu'ils achètent et que ça fait mieux vendre le journal. Ça joue. Si vous êtes catastrophiste et que ça ne se passe pas, au fond, on vous le pardonne. Parce qu'on est tellement content que ça se passe. Alors, on vous le ressortira un peu, mais pas énormément. Mais si vous dites qu'il n'y a aucun danger et que ça devient épouvantable, alors ça vous poursuit absolument toute votre existence et vous êtes mort. Relayée par les médias, la panique de la grippe A lancée par le gouvernement et l'OMS est alors dénoncée par certains médecins français. La polémique concerne avant tout la commande de 94 millions de vaccins, jugée trop excessive. Il aurait fallu à ce moment-là lire les publications anglaises, américaines, toutes les publications anglo-saxonnes qui montraient que cette grippe était une grippe pandémique, mais pandémique ne veut pas dire que c'est dangereux. En France, on compte 325 décès liés à la grippe A, soit 20 fois moins de victimes que pour une banale grippe saisonnière qui fait en moyenne 6 000 morts chaque année. Les médias en général se sont un peu emballés, mais tout le monde s'est emballé là-dessus. La question qu'il faut toujours se poser, c'est quid de si c'était mal passé? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que plus un seul Français n'ignore les risques de transmission d'un virus pandémique, ou alors il le fait exprès. Un simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air. Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe.
Au rayon des peurs collectives, le passage à l'an 2000 est une période qui a nourri de nombreuses angoisses. La principale étant liée au fameux bug ou bog de l'an 2000, un phénomène qui a progressivement mis le doute à une bonne partie de la population avant la date fatidique. Si vous avez décidé de passer votre réveillon de fin d'année dans un avion, vous ne serez pas nombreux. La peur du bog est tellement importante que la plupart des vols ont dû être annulés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La panique du bug part d'une simple interrogation. Dans une société complètement dépendante de l'informatique, quel va être le comportement des ordinateurs qui vont passer de 99 à 00 ? Évidemment, les médias s'emballent. Ça faisait des sujets dans tous les JT, ça faisait les unes de journaux, le buzz a été tel et la pression a été telle qu'au moment où j'ai ouvert mon ordinateur le matin du 1er janvier, je me suis dit est-ce que ça va fonctionner ? À minuit, le 31 décembre 1999, le monde entier s'attend au pire et ne quitte plus des yeux chaque horloge qui est en train de passer à l'an 2000. Et puis c'est rien passé. Rien, nada, que chi, aucun bug informatique à signaler. Show must go on, comme on dit. Ça a permis d'ailleurs de faire vendre beaucoup de logiciels anti-bug de l'an 2000 à l'époque. Beaucoup de gens ont fait profession en tout cas pour aider au passage à l'an 2000, donc ça c'est une opération très lucrative. Jim, devant toi, t'as une mine d'or. Je sais, je bosse sur des ch'tignacoués à $1 par mois. Non, devant toi, t'as la grande peur de l'an 1000. Tu sais l'an 1000, le monde qui va prendre feu, l'apocalypse, la fin du monde quoi. Ils vont créer des syndicats. T'es con, non. Ton ordinateur, quoi? Il passera pas l'an 2000 à cause de la date et des zéros. Il va péter. Tout va disparaître. Connerie. Essaye. Tape 1er janvier 2000. Tape. Wow! Putain! Oh, j'ai un putain de bug! T'as eu les jetons, hein? T'es con. La bonne nouvelle, c'est que t'as trouvé le nom. Le grand bug de l'an 2000. Les gens avaleront jamais ça. Tu connais quelque chose, toi, cette putain de machine à la con? Non. Eh ben, si on leur dit que tout risque de péter le 31 décembre 1999 à minuit, ils le croiront. Et nous, on leur dit qu'on va guérir leur ordinateur. Et on monte des boîtes que pour ça. Et on vend des logiciels placebo à la con. Voilà! Y a plus qu'à le dire aux journalistes pour qu'ils fassent la promo, comme d'hab. Ouais! Le bug de l'an 2000 pourrait empêcher les avions de voler. Toute l'informatique du monde pourra s'arrêter. Tutti i computer si fermeranno a causa del bug. The bug knocks at our doors. Il avait raison, Bob. Le bug de l'an 2000, c'était con comme une blague de maternelle. En mai 1985, souvenez-vous, c'est avec une grande conviction que Jacques Chirac, le chef du RPR, nous parle de son avenir politique. Je n'ai aucune intention, je dis bien aucune intention, ceci doit être bien clair, d'assumer les fonctions de Premier ministre de M. Mitterrand. Et aucune vocation à le faire. Et pourtant, 10 mois plus tard, Jacques Chirac devient le premier ministre de François Mitterrand. En même temps, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Autre exemple de promesse chiracienne noyée dans l'oubli, cette fameuse déclaration lancée à tous les Parisiens en 1980, alors que Chirac est maire de Paris. J'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Finalement, aller se baigner dans la Seine, c'est comme se mouiller en politique. Faut juste faire preuve de courage. En général, nos chers candidats à la présidentielle sont assez doués pour faire de belles promesses de campagne. Tenez par exemple, promettre 0 SDF. C'est une belle idée démago qui revient à peu près tous les 5 ans, à droite comme à gauche. Je m'engage à approfondir la lutte contre les exclusions pour aller vers cet objectif. 0 SDF. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. On
connaît tous cette aversion qu'ont les hommes politiques pour la langue de bois dès qu'il s'agit de répondre à une question embarrassante d'un journaliste. Mais ce matin-là, face à Jean-Jacques Bourdin, notre ministre de l'Industrie manquait visiblement d'entraînement. Christian Estrosi, depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, travaillait sur le dossier de la Poste. Il avait en charge ce changement de statut de la Poste. Donc, il connaissait bien le sujet. Enfin, j'imaginais qu'il connaissait bien le sujet. Et j'ai c'est une question un peu pirouette que je pose de temps à autre à la fin de mes interviews. Et là, je me suis dit, ça fait quand même plusieurs semaines que je travaille sur le dossier de la Poste, je lui ai demandé combien coûte le prix d'un timbre. Le prix du timbre, d'abord, le prix unique du timbre, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque c'est celui qui aujourd'hui est à... Combien coûte-t-il ? 52 centimes d'euros. 52 centimes, vous êtes certain ? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ne sache pas, sincèrement. Et puis là, j'ai vu quelqu'un qui, au lieu de me dire, bah écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de timbre, et d'ailleurs, je suis dans un ministère où, étant service public, on ne paie pas nos timbres. Donc franchement, je ne sais pas. C'est tellement simple de dire ça. J'ai vu quelqu'un qui essayait de trouver, qui cherchait la bonne réponse. Combien coûte un timbre que je vais acheter au bureau de tabac du coin ? Ça dépend du poids du pli Comment ? Attendez, un timbre de base, combien vaut-il ? Ça dépend le timbre de base. Ça dépend de quoi ? Ça dépend du poids du pli que vous envoyez. Ah bon ? Ça dépend du poids du pli que vous envoyez. Ah bon, oui, mais j'ai une lettre à envoyer, je vais acheter un timbre au bureau de tabac du coin, combien coûte-t-il ? Vous avez une échelle de tarifs qui va de 0,20 € à l'importance du poids du pli, du recommandé, l'importance du poids colis, du pli, on dirait etc. le fût du canon, ça, Christian Estrosi, voilà. Pardonnez-moi. Hein. L'importance du poids du pli. Enfin, bon, 56 centimes d'euros. Il est 9h, merci d'être avec nous. Je vous avais dit 52. 52, oui. Ça a un peu augmenté depuis. Ne pas avouer, ne pas dire je ne sais pas ou je ne connais pas. Et le courage en politique, ça commence par le courage dans la vie quotidienne. Noël Mamère, qui sort ici d'une voiture, ne manque jamais une occasion de nous le rappeler. Je suis d'autant plus en forme que je suis venu de la République à bicyclette et qu'avec le vent, c'était pas simple. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je suis en forme. On veut bien croire au Père Noël, mais parfois il y a des limites. Par contre, on veut bien croire que Brice Hortefeux n'est pas le roi de l'humour. La preuve avec cette séquence, filmée pendant l'université d'été de l'UMP, fin août 2009. Ah oui, ça correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Ces images font dans la foulée un gros buzz sur internet. Du coup, Brice Hortefeux va de lui-même proposer un décryptage de ses paroles, au cas où il y aurait un petit malentendu. Il y a dans ma bouche aucune référence à une origine ethnique, maghrébine, arabe, africaine et ainsi de suite. Bon, évidemment, l'Auvergne a été très pressante puisque je venais de prendre des photos avec la délégation et j'ai simplement dit, en parlant des Auvergnats, et quand il y en a un, il n'y a pas de problème, mais quand il y en a beaucoup, ça peut poser des problèmes parce que je venais de les quitter à l'instant et je me dirigeais encore une fois vers la sortie. Des explications apparemment pas très convaincantes pour le tribunal correctionnel de Paris. Condamné pour injure raciale, il a ensuite fait appel de cette décision car il conteste toujours des éventuels propos racistes. Dur pour Brice qui a, il faut le reconnaître, ouvert un nouveau champ lexical. On a appréhendé ces 3 Auvergnats là qui s'apprêtaient à commettre un vol dans un supermarché. Bien sûr, ils n'ont pas de papier. Hein? T'as pas de papier, toi? Une version contestée par les Auvergnats. Mais non, c'est pas vrai, on faisait juste des courses. Le sort est déjà scellé pour ces 3 délinquants auvergnats. Dès cet après-midi, ils seront extradés vers leur pays d'origine. Un retour qui ne se fera pas sans difficulté, car là-bas, en Auvergne, les Auvergnats de la 3e génération ne sont pas toujours les bienvenus. Qui se débrouille entre Auvergnats, nous, c'est pas notre problème. Hein. Trouver les mots justes, ce n'est pas non plus la spécialité de Silvio Berlusconi. Souvenez-vous, en avril 2009, suite à un séisme terrible dans la région des Abruzzes, 17 000 Italiens devenus sans abri entendent ça. Che tuttavia deve essere assolutamente provvisoria. Ecco, bisogna prendere questo come un camping da fine settimana. C'est maladroit et ça fait partie du personnage. D'autant plus qu'il y a encore des hommes et des femmes qui, dans les Abruzzes, vivent
vivent sous la tente, toujours aujourd'hui. Bisogna prendere questo come un camping da fine settimana. Mentir sur son passé, c'est une technique assez répandue chez les candidats en campagne. En mars 2008, pendant les primaires qui l'opposent à Obama, Hillary Clinton veut montrer au peuple américain que c'est une femme qui sait se mettre en danger. Alors elle évoque son arrivée à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. I remember landing under sniper fire. There was supposed to be some kind of a greeting ceremony at the airport, but instead we just ran with our heads down to get into the vehicles to get to our base. Malheureusement, c'était sans compter sur la chaîne CBS qui a ressorti du placard les images de ce séjour beaucoup plus à la cool que Madame Clinton nous l'avait décrit. Oui, c'est classique ça, un homme politique, Madame Clinton, qui dit j'étais à Sarajevo sous les bombes, etc. Voilà, c'est un peu comme Sarkozy qui dit le jour de la chute de la mur du Berlin, j'y étais, toute là, avec une pioche, je suis parmi ceux qui ont démoli le mur. Peut-être qu'il se l'est inventé d'ailleurs, peut-être qu'il le croit, et peut-être elle aussi se l'est inventé et le croit. J'arrive pas à croire qu'on ment froidement dans ces cas-là. Je pense qu'on s'est raconté, comme les enfants qui se racontent des aventures. Je crois qu'ils se sont racontés des aventures, ils ont cru que c'était vrai, et voilà.